L'édition spéciale se poursuit sur LCI avec ces images qui ont été fournies par l'agence de presse iranienne WANA. Vidéo de nouveaux missiles tirés par Téhéran. Quel type de missile? Ce n'est pas clair, on ne précise ni le lieu ni la date d'ailleurs, mais sachez que les gardiens de la révolution affirment que l'Iran a tiré des missiles hypersoniques vers Israël ces dernières heures. Alors guerre de communication d'un régime qui est acculé ou réelle riposte d'ampleur. Et puis face à ça, vous le savez, on y reviendra, la grande question c'est toujours diplomatie ou guerre, que va choisir Donald Trump? Et pour en parler, nous serons dans cette édition spéciale qui se poursuit. Nous serons à Tel Aviv, nous serons à Téhéran et nous serons également à Washington. Nos invités, je les salue. Bonjour Maya Kadra, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient et toujours à nos côtés le général Chauvency, Xavier de Giacomoni. Et dans un instant, nous serons rejoints également par Michel Polaco, grand expert en aéronautique et questions de défense. Et avant de vous entendre, revoyons ces images de l'agence de presse iranienne WANA. Et maintenant, on va se poser toutes les questions. Grâce à nos équipes, vous allez le revoir, vraiment très mobilisés sur le terrain. Et d'abord, c'est vous que nous rejoignons, Siavash Ghazi. Siavash Ghazi, vous êtes correspondant RFI France 24 à Téhéran. Tout ça, selon vous, n'est-ce que de la communication d'un régime qui est à genoux, ou il s'agit effectivement d'une étape supplémentaire dans le plan d'un régime qui réagit, qui riposte? Très clairement, on peut dire que le pouvoir réagit parce qu'il est menacé. Bien évidemment, aujourd'hui même, par exemple, la télévision iranienne vient de montrer donc les images d'un drone israélien qui a été abattu au-dessus apparemment de la ville d'Isfahan. Donc le journaliste était devant un drone qui a abattu en montrant les images de près. Donc un très grand drone. Alors je ne sais pas de quel type de drone il s'agit. Les autorités disent aussi que avoir abattu au moins 4 avions israéliens, des avions F-35, mais là on n'a pas d'image. Mais ce qui est certain, c'est que malgré les frappes de la première nuit et donc la mort de plusieurs responsables des gardiens de la Révolution, le chef des gardiens de la Révolution, mais aussi surtout le chef du programme balistique des gardiens de la Révolution, qui a été tué en même temps que 7 de ses adjurants dans une frappe israélienne apparemment. Malgré cela, l'Iran a commencé à lancer immédiatement, après 15 heures environ, 15-18 heures, des missiles contre Israël. Et puis depuis, ça n'arrête pas. Donc on continue à tenir tête et à répondre et à riposter contre Israël avec des missiles de plus en plus puissants. Alors jusqu'à quand cela va être possible? Combien de missiles l'Iran dispose? C'est toutes les questions que bien sûr tout le monde se pose. Merci infiniment, Siavash Ghazi, correspondant RFI France 24 en Iran. Merci d'avoir été avec nous. On va voir maintenant des images de ces missiles Fatah 1, puisque c'est leur nom pour l'Iran, à ces missiles balistiques hypersoniques qui ont été dévoilés en 2023 par les gardiens de la Révolution. Général, y a-t-il encore des doutes qui subsistent quant au fait que l'Iran ait réussi à produire de tels types de missiles, et doutez-vous de la capacité de l'Iran à en lancer aujourd'hui? Moi, j'en doute fortement. D'abord parce que les grandes nations dans l'armement n'ont pas encore réalisé des hypersoniques d'une manière, je dirais, industrielle. Donc, on a des prototypes, et que l'Iran y soit arrivé, c'est un peu surprenant. Ensuite, si effectivement ce missile a été envoyé, quel est le résultat ? On n'a pas eu trop d'écho sur ce qui s'est passé en Israël. Est-ce qu'il a été si performant que cela? Donc on est dans la propagande. En fait, on le voit depuis 2022. Je reprends cet exemple de la guerre en Ukraine. Le mot hypersonique voudrait dire qu'on est une grande nation technologique. C'est ce qu'a fait la Russie en parlant régulièrement. Et puis de l'autre côté, les Ukrainiens en disant nous avons arrêté un missile hypersonique. Le mot hypersonique aujourd'hui donne l'impression d'avoir une arme ultime. En fait, on n'en est pas là aujourd'hui. Ce sont des missiles améliorés sans doute, qui vont loin, qui en bout de course sont capables d'aller plus vite, c'est vrai, à Mach 5, donc en gros 6000 km à l'heure. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on est bien dans une forme de propagande. Les missiles existent peut-être, mais une production industrielle, j'ai du mal à y croire. On est en direct également avec Michel Polaco. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, Michel Polaco, ce matin. Vous êtes expert en aéronautique et questions de défense. Michel Polaco, croyez-vous effectivement que l'Iran soit capable non seulement de lancer des missiles hypersoniques en ce moment, mais même de les avoir en sa possession, le fameux Fatah 1? Alors en fait, les missiles en question sont quand même basés sur des missiles balistiques qui ensuite peuvent avoir une phase atmosphérique et qui, elle, est manœuvrante. Mais c'est vrai que c'est une
technologie, celle du missile totalement hypersonique, extrêmement rapide, qui est très complexe, que très peu de pays possèdent. Les Chinois ont fait des essais en 2022, les Américains. Apparemment, seuls les Russes possèdent des armes opérationnelles et ils en ont en petit nombre. Les Français développent aujourd'hui, mais pour 2035, un successeur au missile ASMPA, qui est le missile utilisé par les forces aériennes stratégiques, c'est-à-dire par les Rafales, dans le cadre de la défense et de la dissuasion nucléaire. Mais enfin, vous voyez, ce sera pour 2035, même si on travaille beaucoup dessus avec l'ONERA, avec MBDA, etc. Et je ne pense pas que les Iraniens possèdent des installations d'essai leur permettant de travailler véritablement sur des missiles totalement hypersoniques, c'est-à-dire n'ayant pas de phase balistique et n'ayant que des phases atmosphériques, donc en gros des missiles à tir tendu, de type missile de croisière, mais atteignant des vitesses très largement supérieures à Mach 5. Aujourd'hui, quand on parle de missiles balistiques, tous les missiles balistiques sont hypersoniques, puisque tous les missiles balistiques dépassent Mach 5 comme vitesse. Donc il faut voir quelle est la part du réel et la part du médiatique, je puis dire, ou du dissuasif dans le discours iranien. Il n'en reste pas moins qu'ils ont vraiment une panoplie balistique très importante, très développée, et que dans ce cadre-là, il est possible qu'ils aient développé quelques, on va dire, prototypes d'armes hypersoniques lors de leur rentrée dans l'atmosphère. On va écouter l'ambassadeur, restez avec nous, hein, l'ambassadeur d'Israël en France, qui sur le plateau de la matinale de TF1 Bonjour a démenti cette information. Non, pour lui, il n'y a pas eu de missiles hypersoniques envoyés depuis l'Iran jusqu'à Israël. Non, pas du tout. Franchement, les Iraniens ont publié des photos que Tel Aviv brûlait. C'était des photos qui avaient été prises, je ne sais pas, quelque part dans le monde. Les Iraniens publient chaque jour pratiquement des succès énormes militaires qui sont totalement faux. Non, les Iraniens n'ont pas de missiles supersoniques. Et donc, Michel Polaco, on est en plein dans la guerre de communication, la guerre psychologique, selon vous, avec ces images et ces déclarations? Oui, je crois qu'il y a quand même un petit problème de langage, si vous voulez, de la part des intervenants, y compris israéliens. Une fois, je vous répète, tous les missiles balistiques, et les Iraniens en tirent des quantités, sont hypersoniques. Donc, bien évidemment, ils ont des missiles hypersoniques. Mais ce sont des missiles qui ont une trajectoire orbitale, qui donc sont obligés de monter très haut dans l'atmosphère et hors de l'atmosphère, jusqu'à 500 km, voire plus, avant de retomber. Et donc, leur trajectoire est prédictible, en tout cas par des pays très équipés, comme le sont Israël, avec l'aide des Américains, bien évidemment. Il y a, oui, des missiles hypersoniques qui peuvent retomber sur des villes israéliennes. Mais ce sont des missiles dont la trajectoire est prédictible. C'est ça qui est important. Je vous remercie beaucoup, Michel Polaco, d'avoir été avec nous. Malgré les petits problèmes de son, on s'en excuse, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours précieux de vous entendre. Et en parallèle de ces images et qui sont envoyées donc par les agences de presse iraniennes, il y a aussi les mots et les déclarations qui viennent du guide suprême lui-même directement ces dernières heures. Ali Khamenei qui a publié une menace apparente contre Israël sur les réseaux sociaux. La bataille commence, vous voyez ces mots. Ali retourne à Kaïbar, peut-on lire dans ce message. C'est important de préciser que cette déclaration, elle fait référence au premier imam de l'islam chiite et à sa conquête de la ville juive de Kaïbar au 7e siècle. Et le message inclut l'image d'un homme, vous le voyez, armé d'une épée, franchissant une porte semblable à un château avec des traînées de feu dans le ciel. Maya Kadra, comment vous analysez cette séquence des dernières heures? Est-ce que par la communication, l'Iran tente de compenser le fait que le régime est à genoux en réalité? Exactement, c'est une compensation de la défaite militaire parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu vraiment d'exploit militaire impressionnant de la part de l'Iran. Et c'est toute la communication de ce régime dès le début, dès 1979, et je dirais même avant, pendant que l'ayatollah Khomeini était en exil. Tout repose sur cette vision du 12e imam qui va revenir, des chiites qui sont une communauté marginalisée, minoritaire dans le monde musulman, qui devrait prendre sa revanche. Et aujourd'hui, on s'appuie sur une image donc d'une bataille. C'est la bataille de Khaybar où les Juifs ont subi un pogrom, où ils ont été chassés aussi. Et en fait, c'est une vision presque même
comment dirais-je, mais c'est messianique. On parle beaucoup de messianisme aujourd'hui, mais même les chiites duodécimains, ils attendent le 12e imam et ils attendent aussi de prendre leur vengeance. Alors, la grande question qui reste en suspens, face à ça, c'est que va décider Trump ? Les forces américaines, pardon, je précise juste, mais les forces américaines ces dernières heures sont particulièrement en alerte. La question est de savoir si les bases américaines pourraient être touchées. Alors si on se pose concrètement cette question, c'est parce qu'il y a des informations de nos confrères du New York Times qui assurent que l'Iran prépare d'éventuelles frappes sur des bases américaines. Avant d'aller plus loin, les précisions avec Justine Jankowski depuis Washington. C'est l'information que vient de sortir le journal le New York Times. L'Iran se tiendrait prête à frapper les bases militaires américaines si jamais Donald Trump décidait de s'engager dans le conflit. L'Iran pourrait aussi s'attaquer au détroit d'Ormuz, une voie commerciale maritime cruciale, notamment pour le pétrole, et ce, dans le but de coincer les navires américains. Attention, encore une fois, uniquement si Donald Trump décidait de s'engager dans le conflit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, d'autant que d'autres sources rapportent également que les Iraniens seraient prêts à reprendre les discussions avec Washington. Les 24 à 48 prochaines heures seront cruciales. Merci beaucoup, Justine Jankowski. Général, est-ce que vous imaginez l'Iran passer ce cap-là et s'en prendre aux intérêts américains dans la région ? Non, très honnêtement, non. Ça n'empêchera pas qu'il puisse y avoir des éléments isolés. On ne contrôle pas les milices comme cela. En revanche, les conséquences seraient terribles parce que toute la mise en place américaine du point de vue militaire autour de l'Iran, c'est une réalité. D'ailleurs, Donald a mis en garde que s'il y avait une menace sur ses troupes, ou des citoyens d'ailleurs même américains, ça serait terrible. Donc justement, on voit bien que depuis plusieurs jours, l'Iran fait tout ce qu'elle peut, et elle doit a priori y réussir, pour qu'il n'y ait pas cet accroc qui justifierait une intervention militaire américaine. Et s'il y avait cet accroc, on parle beaucoup de l'opinion publique américaine, dès lors qu'on touche à un boys, c'est fini. L'opinion américaine bascule derrière son président, et donc permettrait l'engagement total des forces américaines. C'est pour ça que je pense que l'Iran fait très attention pour que ça n'arrive pas. Effectivement, l'opinion, c'est important pour Donald Trump en ce moment. C'est assez divisé, même au sein de la Maison-Blanche, on le sait bien, même au sein de son mouvement phare MAGA. On n'est pas forcément derrière le président. Les enquêtes d'opinion commencent à sortir, disant que le peuple américain n'est pas forcément en faveur d'une intervention. En revanche, si l'Iran attaquait les bases américaines, ce serait le point de bascule ? Oui, tout à fait. D'autant plus que la vision de la guerre en Iran divise profondément le camp MAGA, en fait. On a 60% des Américains qui ne veulent pas de guerre contre l'Iran, mais c'est un peu d'une manière générique. Mais dans le camp MAGA, il y a ceux qui pensent aussi qu'il faut terminer le travail, qu'il faut laver l'humiliation de 1979, lorsque l'ambassade américaine a été prise en otage avec le personnel à l'intérieur. Et puis, il y a eu les multiples attentats aussi à Beyrouth, contre les forces américaines. Hier, il y a eu un incident en Syrie. Alors dans une base totalement isolée au nord-est de la Syrie, une base qui permet de lutter contre l'État islamique où il y a des soldats américains. Cette base a été visée avec de l'armement iranien par des milices chiites locales. On voit que ça n'a pas déclenché, au moins pour le moment, de réaction de la Maison-Blanche. Mais si ça venait à se multiplier, là, l'opinion publique, je parle des MAGA, pourrait très vite se retourner et s'aligner derrière ce que semble vouloir faire Donald Trump, sachant qu'en plus, il n'est pas question qu'il y ait des boys sur le sol, de boots underground. Ce sont uniquement des frappes aériennes. On parle beaucoup de Fordo, mais il y a d'autres sites qui peuvent être frappés par l'US Air Force et qui n'impliquent pas que des Américains soient mis en danger, sauf si un avion venait à être abattu. Mais on voit depuis 5 jours que les Iraniens ont très peu de capacité pour cela. Brandon Warren, dans un instant, va nous expliquer quand même quelques signaux américains, en tout cas de positionnement militaire important, de mouvement ces dernières heures. Mais Maya Kadra, je reviens à la question. Est-ce que vous imaginez l'Iran passer ce cap de toucher ses centres d'intérêt ? Non, je ne pense pas en fait. Parce que c'est contre-productif, qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça serait comme si on attirait ou bien on précipitait la décision américaine on voit qui est retardée par cette division du camp MAGA. Aujourd'hui, ça sera comme un appel à une implication beaucoup plus rapide des Américains dans la guerre. Et surtout, la raison principale, c'est l'incapacité aujourd'hui des Iraniens de tirer sur ces bases. Il y a une vigilance accrue dans toute cette région à intercepter tous les missiles qui sont tirés. Et donc on continue de
guetter tous les signaux pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, qui est peut-être plus que jamais seul aux manettes dans cette affaire. Regardez ce que disent des responsables proches des discussions en cours à CNN. Le président Donald Trump est de plus en plus enclin à utiliser des moyens militaires américains pour frapper les installations nucléaires iraniennes. Et de plus en plus s'éloigne l'idée d'une solution diplomatique pour mettre fin à l'escalade du conflit. Brandon Warhead, je le promettais, on se retrouve. Il y a dans les signaux des mouvements militaires importants qui ont été faits par les États-Unis ces dernières heures. On se demandera si ça peut être offensif dans quelques minutes. Pour le moment, c'est revendiqué comme défensif, mais les mouvements militaires sont là, Brandon. Oui, effectivement, Amélie, avec un déploiement notamment dans les airs de l'armée américaine. Vous le voyez, avec ses avions de chasse déployés, le F-16, le F-22, le F-35. Il y a également cet avion, le porte-avions USS Nimitz, qui a été dérouté direction donc cet océan Indien depuis donc la Chine méridionale. C'était ce lundi, et vous le voyez sur ces images, avec ce porte-avions jusqu'à 5000 personnes qu'on peut transporter et notamment jusqu'à 60 avions. Il retrouve donc un autre porte-avions américain, l'USS Carl Vinson. Et donc, il est présent déjà depuis le mois d'avril dernier. Il a été localisé notamment le mois dernier à Oman. Et puis, depuis lundi, entre 20 et 30 avions ravitailleurs donc du sol américain ont rejoint les bases américaines situées sur le territoire donc européen. Il s'agit de deux modèles, le KC-46 Pegasus et le KC-135 Stratotanker. Ce sont des avions qui ont pour but de transporter du carburant pour aider donc des avions en plein vol, notamment aussi fournir les avions de chasse de fabrication américaine F-35 utilisés par l'armée israélienne pour toucher l'Iran. Regardez ces images de satellites, ce sont des bombardiers très lourds. Nous sommes sur la base militaire américano-britannique, l'île de Diego Garcia. Ils ont donc été repérés grâce à ces images satellites. Vous le voyez, ce sont des Boeing B-52 Stratofortress. Ils sont capables de transporter des charges nucléaires et notamment des munitions à guidage de précision. Ils ont été localisés ici, dans cet archipel des Chagos, dans l'océan Indien. Et puis, c'était le cas notamment ce lundi, 16 juin, à 11h22, heure française. Alors, si on veut quand même rappeler une donnée assez importante, au moins 40 000 soldats américains sont positionnés au Moyen-Orient, sur ces bases militaires. On en trouve en Égypte, en Turquie, en Arabie Saoudite et autour de ce golfe Persique, donc assez proche de l'Iran. Merci beaucoup, Brandon Warhead. Alors, jusqu'à maintenant, je disais, tout cela est présenté comme défensif. Est-ce que ça peut changer de nature? Juste remettons-nous à l'esprit que jusqu'à maintenant, on disait de Donald Trump qu'il n'aimait pas les guerres, pas dans son intérêt tout à fait. Et remettons-nous en mémoire aussi ce qu'il disait en 2019 sur la situation au Moyen-Orient. Intervenir au Moyen-Orient fut la pire décision de l'histoire des États-Unis. C'est ce qui se passe dans sa tête potentiellement là en ce moment. Irak, intervention, 2019, tout ça nous a valu tellement de problèmes. C'est ce qui est dans la balance. Si l'objectif ultime de Donald Trump, surtout après sa visite des pays du Golfe, sa fameuse tournée au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats, c'est vraiment la stabilité au Moyen-Orient. Pour lui, il faudrait peut-être agir sur ce champ-là, le champ de la stabilité. Tant que le régime des mollahs et celui qui est aux manettes au Moyen-Orient, celui qui contrôle, comme eux-mêmes ils se targuent, de celui qui contrôle des capitales arabes, il n'y a pas de stabilité. Et donc c'est une guerre peut-être nécessaire pour instaurer une certaine forme de stabilité, comme aimerait Donald Trump. Parce que je rappelle que l'Iran n'est pas uniquement l'ennemi de son propre peuple, ou bien pas, le régime des mollahs n'est pas uniquement l'ennemi de son propre peuple, mais l'Iran est craint par l'Arabie Saoudite, par les pays du Golfe. Il y a des raffineries pétrolières en Arabie Saoudite qui ont déjà été bombardées par l'Iran, c'était à Aramco. Et donc c'est une force de déstabilisation. Et donc pour arriver à la stabilité, une guerre est nécessaire. Alors je voudrais qu'on regarde ce que dit Philippe Gély dans le Figaro, dans son édito du jour. Il dit: le président américain pourrait recueillir les bénéfices d'une victoire militaire rapide, nette et sans bavure. Il dit: il tirait un avantage inestimable d'un succès militaire, être craint du reste du monde une fois pour toutes. Il y a ça. Il
Il y a la question du business aussi, quand on parle de Donald Trump, des intérêts économiques. Et alors, quand on a mis toute cette équation sur la table, Général, vous nous dites, vous y croyez, vous, à cet engagement militaire de Trump? Alors, sur justement ce qu'a dit Philippe Gély, je l'évoquais aussi hier après-midi en disant que c'était l'opportunité unique pour Donald Trump d'avoir un succès diplomatique alors qu'il n'en avait pas. Et succès diplomatique associé à une action militaire. Maintenant, l'action militaire, si elle doit avoir lieu, il est quand même très lié effectivement à son passé, à son électorat. Il ne faut pas de soldats américains à terre. Et qui fait le sale travail aujourd'hui à terre ou dans l'air, je dirais, ce sont les Israéliens. Et donc l'intérêt pour finalement Donald Trump, c'est d'avoir une victoire à bon marché. Il est en appui. Tous les moyens qu'on nous a présentés là permettent toutes les possibilités. Pour l'instant, l'armée de l'air israélienne maîtrise complètement l'espace aérien iranien, donc elle continue de façonner le terrain et engager les destructions. Et puis le coup final, à mon avis, sera donné à un moment donné par Donald Trump. Alors on a beaucoup parlé de GBU 57, justement qui sera l'acte peut-être majeur et de faible ampleur en termes d'engagement militaire, mais symbolique, et qui définitivement permettra à Donald Trump de tirer les marrons du feu et de bien dire à son électorat, je n'ai pas fait la guerre, j'ai frappé quand il fallait, j'ai appuyé notre allié, et n'oublions pas oublier un petit aspect, si l'Iran ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui, c'est aussi qu'elle n'a plus de proxy. Tous les proxys sont hors de combat. Voilà. Xavier ? Oui, effectivement, moi je suis assez d'accord avec le général, donc ça va être extrêmement rapide. En fait, Donald Trump s'est fait doubler largement par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il s'est rendu compte il y a quelques jours que finalement l'opération était en bonne voie d'une certaine réussite. Est-ce que ça va permettre de décapiter le programme nucléaire iranien? C'est pas certain, mais en tout cas c'est possible, et il pourrait mettre le coup de grâce sur Fordo avec les bombardiers furtifs B2 en temps utile. Il deviendrait le commander-in-chief qui a gagné une opération, et la suite, il s'en moquerait totalement. Et là, il y a un piège, parce que c'est après que ça va devenir compliqué.